Nous sommes de retour en direct sur le plateau de TV Finance pour votre édition consacrée à l'actualité des marchés financiers et son impact dans vos portefeuilles. Et pour continuer dans cet esprit, dans cette logique, dans cette philosophie, eh bien, j'ai le plaisir de retrouver désormais tous les jeudis matins Mohamed Ganet. Bonjour Mohamed. Bonjour Louis-Antoine. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin, Mohamed Ganet. Vous êtes fondateur, c'est ça, de MyScaline, hein, et avec nous pour traiter de l'actualité des cryptos. Alors, l'actualité des cryptos, dis donc, Mohamed, on a l'impression que Morgan Stanley a découvert le Bitcoin, puisque récemment, eh bien, ils conseillent à leurs clients bien de l'intégrer dans leur portefeuille. C'est pas un peu risqué quand même, eu égard à la non-visibilité géopolitique, une politique monétaire américaine qui est prise en étau, une Fed qui marche sur un fil et qui ne donne pas d'indication claire sur ce qu'elle va faire. C'est pas un peu risqué ou au contraire, on est au début, aux prémices d'un potentiel nouveau rallye selon vous? Mon point de vue, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut plus ignorer Bitcoin et Morgan Stanley essaie de se positionner en constatant que ses clients eux-mêmes, certains ont cherché à acheter du Bitcoin de leur côté. Donc, ils passent à côté d'une forme de marché, d'opportunité pour eux. Donc, je pense qu'ils essaient de saisir l'opportunité de se positionner. Ils l'ont fait avec un ETF récemment, avec les frais les plus bas du marché à 0,14% de mémoire. Et là, ils ont pour ambition de former leurs conseillers. Donc, on parle de plus de 16 000 conseillers en interne à Morgan Stanley pour les former à accompagner leurs clients dans leurs investissements, notamment en Bitcoin. Et donc, les recommandations qu'ils font, ils ont donc défini trois tranches. La tranche d'allocation de 4% du patrimoine de leurs clients en Bitcoin pour les profils, on va dire, d'investissement plus opportunistes et agressifs. Ensuite, vous avez le deuxième échelon à 2% pour les moins agressifs, mais qui veulent quand même détenir une part de Bitcoin dans leur patrimoine, et puis les 0% pour ceux qui ne voudraient pas être exposés au Bitcoin, à la volatilité de cet actif. Donc, ils ne poussent pas forcément leurs clients à avoir une grosse allocation de Bitcoin, mais à en avoir une petite, entre 0 et 4%. Donc, ce qui est rassurant par rapport à ça, c'est de voir maintenant les institutionnels qui se positionnent comme Morgan Stanley auprès de clients de toute taille, euh, pour détenir une part plus ou moins importante de leur portefeuille en Bitcoin. Ils ne parlent pas d'autres cryptos pour le moment, ils parlent essentiellement de Bitcoin puisque c'est celui qui a été le plus résilient depuis sa création originelle en 2009. Et ils ne parlent pas d'autres actifs pour le moment, donc je trouve cette annonce, moi, plutôt cohérente et rassurante aussi vis-à-vis de l'actif Bitcoin que l'on connaît. Ok, donc ça ressemble plus à un signal structurel que conjoncturel, que spéculatif en fait, hein. Exactement, tout à fait. Très clair. Très clair. Merci, merci Mohamed. Euh, euh, alors, Bitcoin, Ether, toutes les cryptos sont plutôt engagés dans de belles performances, dans de beaux schémas haussiers boursiers. Comment est-ce qu'on peut l'expliquer Comment est-ce qu'on peut l'expliquer alors que voilà, est-ce que les cryptos retrouvent je dirais une cape, un visage de valeur refuge? On en C'est vrai fait. que sur le Bitcoin, oui. Allez-y, allez-y, allez-y. C'est vrai que sur le Bitcoin, depuis le dernier point bas à 66 000 $, vous avez parlé de ce support il y a maintenant un peu plus d'un mois, on le voit sur le graphique que je partage là. Vous avez un Bitcoin qui monte, alors qui monte en petit escalier. On n'a pas de grande bougie verte comme on avait pu le vivre lors du dernier rallye, du dernier bull run sur le BTC il y a maintenant un peu plus d'un an. Mais on a un cours qui ne baisse plus et qui monte en continu. Donc on est passé de 66 000 on est monté au-dessus des 82 000 $ là, il y a un peu moins de 24 heures. On se maintient en dessous de la résistance. Moi, je parlais de la résistance entre 80 000 et 82 000 $ la semaine dernière. Et ben, on est pile poil dedans. Euh, et on a toujours des institutionnels chaque semaine qui se positionnent, sauf la semaine dernière. Pour la première fois, Stratégie a pas acheté de BTC la semaine dernière, ce qui est plutôt nouveau pour eux. Ils avaient pour habitude depuis plusieurs semaines d'acheter des quantités assez importantes de BTC chaque semaine. La semaine dernière, ils l'ont pas fait. Et pour autant, on a un BTC qui se maintient. Donc, ça veut simplement dire qu'à court terme, depuis à peu près un mois, il y a assez peu de vendeurs à découvert sur le marché des cryptos, mais plutôt des acheteurs. Que ça soit à la fois sur le marché spot et à la fois sur les produits dérivés, puisqu'on a on a globalement entre les niveaux actuels et moins 10% et les niveaux actuels et plus 10% du cours, on a 3 à 4 fois plus de positions acheteuses positionnées sur les exchanges centralisés et décentralisés en effet de levier, contrairement aux positions vendeuses. Donc on a clairement une position ouverte qui est très acheteuse aujourd'hui sur le marché des cryptos.
Sur le Bitcoin, on est sur une résistance que moi je surveille et sur laquelle il faudrait repasser au-dessus avec un peu plus de volume et d'amplitude pour envisager un retournement de la tendance sur des horizons plus moyen-long terme. Pour l'instant, on est pile poil sous cette résistance, donc moi je vais surveiller une casse-tête par le haut dans les prochains jours. Et sur Ether, le graphique de l'Ether, là on a un peu plus de mal à progresser puisqu'on est resté sous la résistance des 2400 à 2500 $, dont je parle depuis plusieurs semaines aussi. Et on a du mal à nous franchir. Les bougies ont une amplitude beaucoup plus faible sur Ethereum depuis plusieurs semaines, donc on a un intérêt beaucoup plus faible sur les altcoins. Et c'est d'ailleurs ce qu'on peut voir si on regarde le graphique de la Bitcoin dominance, elle est quand même remontée très fort. Vous pouvez le voir ici, on est repassé de 58% à un peu plus de 61% en l'espace d'un mois. Donc en ce moment, il vaut mieux, quand on est investisseur crypto, il vaut mieux être exposé au Bitcoin plutôt qu'aux altcoins quand on a une dominance comme ça qui repart en ligne droite. Qu'est-ce que vous pensez des privacy coins dans un contexte où les Américains, dans un contexte géopolitique de guerre, ont bloqué, ont saisi des stablecoins, évidemment libellés en dollars, hein, puisqu'à 99% les stablecoins sont libellés en dollars, qui étaient censés a priori appartenir aux autorités iraniennes. Est-ce que c'est un bon message envoyé à la communauté crypto, ça? Mais on parle de 344 millions de dollars qui ont été gelés sur 2 adresses sur le réseau Tron, il y a quelques jours, donc sur Tether, hein, sur ceux qui émettent l'USDT. Et face à ça, on a effectivement une reprise de certains privacy coins et notamment le Dash et le Zcash qui ont repris des couleurs là depuis plusieurs jours. Donc c'est un narratif que je surveille également. On parle de plus de 120-130% de hausse sur le Zcash en l'espace d'un mois et un peu plus de 80% de hausse sur le Dash en quelques jours. Donc, c'est des actifs qui sont quand même pas spéculatifs. Si je devais allouer une part de mon portefeuille crypto, je le ferais plutôt sur le Zcash dans un horizon, on va dire, court moyen terme. Et si je veux être un peu plus agressif et essayer de rentrer sur un token, on va dire, un peu plus volatile avec je trouve un narratif un peu moins intéressant, je serais plutôt sur le Dash. Et je surveille également le narratif IA et tout ce qui va toucher aux semi-conducteurs. On a notamment Venice AI, le token VVV, qui a à peu près 500 millions de dollars de market cap, qui a repris aussi des belles couleurs hier avec une hausse de plus de 20%. Et là, on parle aussi, encore une fois, d'un token de privacy et également lié aux semi-conducteurs, puisque quand on détient le token VVV, on détient une part de la puissance de calcul de l'intelligence artificielle de Venice AI. Et donc, on a la possibilité de pouvoir bloquer ces tokens sur le réseau et de pouvoir bénéficier de la puissance de calcul, utiliser l'intelligence artificielle sans censure et sans centralisation de nos données. Donc, tout ce qu'on tape dans nos prompts et tout ce qu'on peut partager dans ce prompt reste totalement confidentiel. Donc, on a un vrai sujet autour de la privacy, effectivement, et une accélération depuis le constat qu'on a eu du gel des 344 millions de dollars il y a quelques jours hein, par le gouvernement Par les américain. autorités américaines, exactement. On va parler de Polygon Labs maintenant, qui vient d'activer une fonctionnalité que vous qualifiez d'inédite dans son wallet, l'option Privately Sent. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour l'utilisateur? Qu'est-ce que ça signifie pour l'utilisateur? Ça signifie justement une meilleure confidentialité de ces transactions. C'est la capacité pour lui de pouvoir envoyer d'un point A à un point B des stablecoins, que ce soit l'USDT ou l'USDC à un partenaire. On sait qu'il y a aussi des sociétés en Europe, aux États-Unis et ailleurs qui payent maintenant aussi certaines personnes leur salaire en stablecoins et ça permet justement à ces personnes-là de ne pas dévoiler leurs transactions, les volumes de transactions qui sont exécutés, etc. Donc ça apporte une couche de confidentialité plus importante que ce qu'on pouvait voir jusqu'à présent, puisqu'on était sur des blockchains publiques. Tout était divulgué à travers la blockchain et ce qu'on voit aujourd'hui à travers la technologie du zéro knowledge proof, pardon, on a la capacité à pouvoir vérifier et prouver une donnée sans la divulguer. Donc ça apporte vraiment un intérêt pour les transactions, que ça soit en stablecoins ou directement en cryptoactifs. Donc c'est un vrai virage, un vrai tournant qui est pris et qui devrait permettre notamment aux institutionnels aussi de pouvoir se lancer plus facilement dans cet écosystème qui est très transparent et de pouvoir garder un petit peu de souveraineté concernant leurs données et les transactions qu'ils veulent exécuter. Ouais, mais c'est tout le problème justement, Mohamed. Vouloir garder une forme de souveraineté sur leurs données alors que potentiellement ils vont devoir répondre à des obligations réglementaires de transparence. Tout à fait. D'où le zéro knowledge proof, justement. Vous avez la capacité à prouver les choses. On parle de KYT. Donc, on a le KYC pour le Know Your Customer et vous avez le KYT Know Your Transaction. Donc, vous avez cette possibilité de pouvoir prouver vos transactions et d'être transparent vis-à-vis des autorités, mais pas vis-à-vis du grand public.
Donc vous avez cette possibilité d'être conforme à la réglementation, tout en préservant la souveraineté de votre activité et de vos transactions. Ok, très clair. Mohamed, on l'a vu, hein, a priori, la Fed devrait peut-être bouger lors de la prochaine réunion. Comment est-ce qu'on peut se préparer justement à un petit virage de changement de politique monétaire américain? Je pense qu'il faut être opportuniste. On a la possibilité de se positionner sur le marché. Alors je dirais qu'à dans un horizon plus court terme, je serais principalement intéressé par regarder le BTC. La Bitcoin dominance, comme je l'ai montré sur mon graphique juste avant, est quand même bien remontée. Donc, il y avait la dernière résistance à 75 000 $ qui a été franchie, qui fait maintenant office de support, puisqu'on a rebondi dessus il y a à peu près 7-8 jours. Donc, moi, je chercherais à acheter le marché sur repli dans un horizon plutôt d'investissement. Je ne parle pas de trading court terme ou spéculatif. Et la deuxième zone que je surveillerais, c'est celle qui est en dessous, autour des 66 000 $. Pareil, sur un horizon d'investissement à moyen long terme pour faire des achats spot. Le gros support, si on venait à retourner en arrière, que je vais regarder, je vais remonter un petit peu par rapport à ce que je disais lors des précédents points. On parlait d'entre 45 et 50 000 $. Je le rehausserais plutôt autour des 55 à 56 000 $ si le marché venait à revenir en arrière de manière beaucoup plus importante. Mais je ne pense pas qu'on revienne dans ces zones-là, en tout cas dans les prochains jours, sauf une grosse mauvaise nouvelle. Ouais, mais bon, a priori, la nouvelle qui est dans les tuyaux, c'est un accord de paix trouvé entre les États-Unis et l'Iran. Résultat, bon, ça va mettre des mois, le Détroit va mettre des mois à retrouver une activité normale, donc potentiellement les prix vont pas baisser tout de suite. On peut imaginer que dans ce contexte, la Fed, justement, soit amenée peut-être à augmenter ses taux pour juguler l'inflation. C'est plutôt positif ou négatif pour le Bitcoin? Comment on peut se préparer à ce virage, justement, ouais. Si on a une hausse des taux, on aura forcément, je pense, peut-être Déplacer. une baisse du Bitcoin, hein. Je dirais plutôt une baisse du Bitcoin, moi, à court terme. Après, ça dépend de ce qu'ils vont annoncer. Si c'est vraiment opportuniste à court terme, qu'ils mettent en place cette hausse de taux pour des différentes raisons qu'on peut connaître, liées à ce conflit, ou si c'est dans un horizon plus long terme. S'ils nous présentent quelque chose avec une stratégie plus long terme de hausse des taux, là, on pourrait avoir un marché crypto qui descend beaucoup plus bas. Je ne vois pas trop à ce scénario, moi, me concernant. Je ferais plutôt un pari, entre guillemets, sur quelque chose d'un peu plus raisonnable en termes de hausse ou de statu quo au niveau des taux. Et je resterai, moi, à surveiller mes niveaux et à surtout prendre mes décisions par rapport à ce que je vois sur mon graphique et pas par rapport à des annonces fondamentales. Parce que si on regarde les annonces qu'on a pu avoir et le conflit au Moyen-Orient qui dure depuis plusieurs semaines, euh, on aurait vendu ces cryptos alors que le marché a stabilisé et est remonté. Donc on serait en dehors du marché crypto à l'heure actuelle alors qu'il est plus de 30% depuis ses points bas. Donc je préfère rester, on va dire, rationnel, ne pas mettre d'émotion dans mes décisions et prendre mes décisions exclusivement par rapport à mes graphiques et à mes analyses. Ok, très clair. Bah, écoutez, le message est passé. Merci beaucoup, Mohamed, d'avoir été avec nous ce matin, de nous éclairer sur comment fonctionne le marché crypto et comment adapter son trading ou son investissement en fonction. Mohamed Ganet, vous êtes donc fondateur de MyScaling et spécialiste des marchés crypto. À très bientôt, Mohamed. Je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve la semaine prochaine. Merci. De notre côté, courte page de publicité. On se retrouve juste après avec Charles Sana et on va parler kérosène, BCE, géopolitique. À tout de suite sur Téléfinance.